Bonjour à tous, les échos de l'Assemblée nationale pour commencer avec le bal des ministres qui s'ouvre donc au Parlement. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et sa collègue en charge du travail et de la fonction publique vont défiler à l'effet de défendre leur budget. C'est donc la fin de l'année et d'autres y voient déjà la nouvelle qui va commencer bientôt. Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous. Aujourd'hui, mardi, nous parlons santé. On va évoquer au bout des lèvres ce matin la question du diabète, cette affection qui rappelle l'excès du sucre dans les urines avec les impacts sur l'organisme. Dans cette émission ce matin, on évoque la question avec les débatteurs. À nos côtés, Audrey Boutet, elle est docteure et médecin endocrinologue. Elle nous dira ce qui entoure cette réalité. Le diabète, ses causes, les symptômes et les conseils pratiques. Ce serait tout à l'heure. Plus loin, cette curiosité de Ouliat Sanoussi et Moufid Sagbo qui ont jeté un coup d'œil donc sur un spécialiste du graphisme, un art visuel. Son nom, le spécialiste, donc son nom, Urbain Hundagnon. On verra de quoi cela retourne. Plus loin maintenant, la revue de presse de Action-Bon Kanye, Action-Bon. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans l'information sanitaire de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà les titres du mini-journal avant les gros titres relayés par nos confrères de la presse écrite. On prend la direction du département de l'Atakora pour atterrir à Natitengu et évoquer donc cette recrudescence inquiétante du phénomène de chargement opaque chez les conducteurs de taxi dans cette ville de Natitengu. Au mépris donc de toutes les règles régissant leurs activités, ces taximans défient les forces de sécurité de la ville en persistant dans cette dérive longuement dénoncée. L'ampleur de la situation est constatée par une de nos équipes du bureau régional Atakora Donga basée à Natitengu. Et puis, près d'1 millier de jeunes outillés sur les stratégies de communication en temps de crise par SOS Village d'enfants. C'est sur le site d'Abomey Calavi que l'initiative prévue pour être réitérée sur plusieurs autres sites de l'ONG a été lancée ce week-end. Les activités marquant le lancement en images et en son dans un instant.
William Kilikan, bonjour. Bonjour, Wahab pareil. Le Bonjour Midi Journal, c'est avec vous tout à l'heure, mais on va faire un tour à la régie et revenir consulter les gros titres de la presse. Voilà, on commence par le quotidien Maison Fraternité, étude en commission de la loi de finances gestion 2022. Abdoulaye Biotchade et Adidjat Matisse défendent leur budget. Violation du règlement du jeu par la RDC, la CAF et la FIFA saisie. Les écureuils croisent les doigts. Allocation d'études universitaires 2021-2022. La plateforme de demande en ligne ouverte jusqu'au 7 février 2022. Restitution des outils de la transition fiscale en Afrique de l'Ouest des experts de la sous-région en conclave à Cotonou. Information à découvrir à la page 4 du quotidien Fraternité. Défi info, étape à Bomey-Calavi de la tournée de routine du préfet du département de l'Atlantique. Le maire Angelo Arwandinou a dressé le tapis rouge au préfet Jean-Claude Kodia. Et puis, défi info qui nous évoque ce fait de société. Mon mari sodomisait correctement le répétiteur de notre fils, confie une dame. Information donc à découvrir dans les colonnes de défi info paru ce mardi. Matin libre, test Covid-19, le Bénin continue de ruser avec l'UEMOA. Et puis à Parakou, Matin libre nous apprend qu'il y a l'école urbaine centre qui est sans eau potable. L'économiste du Bénin, réunion des ministres du commerce de l'UEMOA, les experts de l'Union en travaux préparatoires et puis fiscalité en Afrique de l'Ouest, atelier de validation des outils de transition fiscale à Cotonou. Quotidien d'Abarou, reddition de comptes du conseil communal de Gogounou. Le maire Barry Tidjani félicité pour sa gestion transparente et efficace. D'Abarou qui nous apprend également que le rapport des activités de juillet à octobre est passé au scanner au niveau donc de la 68e assise du conseil scientifique et technique de l'association africaine de l'eau. Le grand jury, supposée imposition de la vaccination anti-Covid aux écoliers et élèves, démenti formel du ministère de la Santé. Et puis 8e mairie visitée par le préfet de l'Atlantique, le maire Arwandinou à la main du salut du préfet Jean-Claude Kodia. Quotidien Le Matinal, commission des finances de l'Assemblée nationale, les grandes lignes du budget de l'État 2022, Abdoulaye Biotchane et Adidjatou Matisse planche ce jour. Supposée imposition de la vaccination anti-Covid aux écoliers et élèves. Pure intoxication, nous apprend le journal. On fera à nouveau un tour sur la une du quotidien Fraternité, étude en commission de la loi de finances et gestion 2022. Abdoulaye Biotchane et Adidjatou Matisse défendent leur budget. Violation du règlement de jeu par la République démocratique du Congo. La CAF et la FIFA saisis, les écureuils croisent les doigts. Allocation d'études universitaires comptant pour 2021-2022, la plateforme de demande en ligne ouverte jusqu'au 7 février 2022. Restitution des outils de la transition fiscale en Afrique de l'Ouest, des experts de la sous-région en conclave à Cotonou. Voilà ce que nous apprennent donc nos confrères de la presse écrite. On verra tout à l'heure le travail de la rédaction de Canal 3 Bénin.
LBM, notre passion vous transporte. Je vous l'annonçais en titre, plus aucune règle n'est respectée à Nati Tengu par les taximens quant aux réformes dans le domaine du transport. Le chargement opaque est donc devenu monnaie courante dans la cité des Nanto et ceci sous le regard impuissant de la police républicaine, de la mairie et même des syndicats concernés. Conducteurs de taxis et passagers préfèrent les abords des voies, laissant ainsi les packs et autogares vides. Comment les syndicats il cette situation au quotidien et jusqu'à quand va-t-elle durer? Élément de réponse dans cette enquête réalisée par Régis Hippolyta Gossou et Abdou Sahabi. Martin Vignon, opérateur économique à Nati Tengu, est en partance pour Djougou, à plus de 80 km de Nati Tengu. Mais au lieu d'aller à l'autogare pour prendre un taxi, il a préféré attendre au bord de cette voie inter-État. En réalité, moi je suis à Nimporima et l'autogare c'est jusqu'au 2e arrondissement et moi je suis au 3e arrondissement. Pour prendre Zémé et aller à l'autogare déjà, ça me fait au moins 200 à 300 francs. Alors, si je reste au bord de goudron comme ça, je peux trouver les taximans qui vont me prendre facilement. Or si je vois les 300 francs en plus les 1500 que je dois payer pour Nati Djougou, je préfère rester au bord de goudron et trouver un taximan. Ils sont donc nombreux, ces voyageurs qui évitent les parcs auto au profit des bords de la voie pour diverses raisons. Quand je vais là-bas aussi, ils vont me perdre du temps. Je vais attendre que le taxi soit rempli d'abord et tout ça, donc c'est une perte de temps. Alors qu'au bord de la voie, rapidement, lorsque vous montez, on vous prend et puis c'est directement à Djougou. Et il ne s'arrête pas. C'est comme ça, il prend les clients sur la voie et puis rapidement on va du coup. Moi en tout cas au bord de la voie là, ça m'arrange que d'aller sur le parc. Je vais pour des affaires, mais en restant au bord de la voie, d'abord nous avons la possibilité de trouver d'abord un taximan qui est déjà prêt pour partir et on ne nous perd plus de temps. Or à l'autogare, il faut attendre que le taximan soit chargé d'abord et que ça soit son tour. Donc ça me prend aussi de temps, mais au bord de la voie comme ça, je sais que si je trouve déjà quelqu'un qui est prêt pour partir, je suis déjà à Djougou. Même certains conducteurs de taxi préfèrent également faire leur chargement loin des autogares. Si aujourd'hui nous sommes au parc, c'est nos passagers nous suivons. Actuellement, nous qui allons à Tanguieta, c'est sur la voie là nos passagers viennent. Un passager qui va à Tanguieta ne peut pas retourner derrière là où se trouve actuellement notre autogare. C'est ça qui fait notre problème. Si on se trouve aujourd'hui à ce niveau, ce sont les passagers nous suivons. Et pourtant, les différents responsables syndicaux se battent au quotidien pour réglementer ce secteur à Nati Tengu, même si la tâche semble très difficile. Les passagers sont tellement pressés. Ah non, un véhicule à 5 places par exemple, 4 personnes derrière, une personne devant, le passager voit que non, que c'est déjà trop. Lui préfère rester au bord de la route. D'accord, il reste au bord de la route pour prendre le véhicule, d'accord, mais avec ses conséquences. Parce qu'en cas de perte de colis, quand ils viennent nous voir l'autogare pour réclamer, moi, quand ils tombent sur moi, je les renvoie, je dis, allez là-bas, là, vous avez pris le véhicule là, adressez-vous aux responsables de là-bas. Parfois, s'il y a accident, ce n'est pas chose souhaitable, mais ça vient. Quand il y a accident, on nous dit, un véhicule a chargé de chez vous. Nous regardons, nous avons de répertoire, un cahier, chargement, telle personne, tout ça là qu'on a enregistré, on dit non, le véhicule n'a pas chargé chez nous. Finalement, on voit que c'est un véhicule qui a quitté effectivement Nati Tengu, mais qui n'a pas chargé à l'auto. Donc il a fait un chargement hors parc. La lutte, nous sommes dedans tout le temps, c'est difficile. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas. La police à elle seule ne peut pas, la mairie à elle seule ne peut pas. Nous-mêmes, chacun a sa part de responsabilité. Ça crée des manques à gagner à tous les niveaux. Ça crée des manques à gagner au niveau du conducteur qui accepte de rester dans l'autogare pour charger. Au niveau du conducteur qui est contraint d'aller faire le chargement hors parc, ça fait des manques à gagner au niveau de la mairie. Ça fait des manques à gagner au niveau des syndicats. Voilà pourquoi, à des moments donnés, ils font des descentes inopinées sur le terrain. Quand nous prenons les véhicules en position irrégulière, c'est-à-dire en chargement hors parc, nous leur prenons d'abord les pièces afférentes au véhicule et on fait conduire le véhicule à l'autogare avec tout son chargement. Arrivé à l'autogare maintenant, nous contrôlons la conformité de ces pièces administratives, assurant visite technique. Quand le véhicule est à jour, on dit bon maintenant pourquoi tu nous fais chargement hors parc? Maintenant, pour ne pas pénaliser les passagers,
on les verbalise. Chez nous, dans notre syndicat, le minimum c'est 3 000, le maximum c'est 6 000. Changement de 8 000 et on te prend 6 000 dedans, ça te fait mal. Et voilà que tu es encore contraint d'acheminer les passagers jusqu'à leur destination. Mais malgré tout ceci, des stationnements anarchiques se constatent à certains endroits en Nati Tengou sous le regard impuissant des syndicats et des populations qui subissent des désagréments. C'est tous les jours ils viennent garer, du matin jusqu'au soir. Nos devantures sont devenues des parkings. Quand ils garent, nos clients n'ont plus accès à nos boutiques. On ne vend pas. Quand on parle, ils trouvent que le parc est trop loin, ils ne peuvent pas rester là-bas. Donc les passagers refusent d'aller sur le parc, ils sont obligés de sortir sur la voie. Et c'est pour cela qu'on demande aux autorités de faire quelque chose pour nous, pour qu'on puisse se reposer, pour pouvoir bien vendre nos marchandises. L'épineux problème de chargement hors parc reste une équation difficile à résoudre à Nati Tengou. Et même si des efforts se font pour réduire ce phénomène dont les conséquences sont énormes, il est important que l'État central, à travers la police républicaine et la mairie, s'implique également dans cette lutte que seuls les syndicats ne peuvent mener à bout. Reportage signé Régis Hippolyte à Gossou. On va quitter Nati Tengou pour prendre maintenant la direction de Lokossa où les gagnants du tirage du jeu Tombola sont rentrés, des jeux Tombola des factures normalisées sont rentrés en possession de leur lot. Le tirage du vendredi 5 novembre dernier a fait 100 heureux bénéficiaires. La cérémonie de remise des présents s'est déroulée cette fin de semaine à Lokossa, comme le disait Wahab, à l'occasion des journées portes ouvertes. Le point de Geoffroy Messan et Florent Do. À la Tombola MSF organisée par la DGI. Des heureux gagnants de la Tombola facture normalisée entrent ici sur l'esplanade de la place de l'Étoile à Lokossa avec la bénédiction de Dame Pluie en possession de leur gain. Il s'agit de gagnants issus du tirage hebdomadaire du vendredi 5 novembre dernier et qui concernent les factures normalisées émises au cours de la semaine allant du 29 octobre au 4 novembre 2021. Un tirage qui a fait 100 gagnants. Ici, seuls les gagnants qui ont déjà accompli leurs formalités se sont vus remettre leur lot en cet après-midi du mercredi 10 novembre. Ce chèque d'une valeur de 100 000, je vous le remets donc et je vous souhaite d'en faire un très bon usage et de continuer toujours à réclamer les factures normalisées et d'être l'ambassadeur de la DGI auprès de tes autres collègues, auprès de toute ta famille et leur demander chaque fois, toutes les fois qu'ils font une transaction, un achat, de toujours réclamer les factures normalisées. Je ne savais même pas que c'était une vérité. Mais quand je suis arrivé ici aujourd'hui, je sais que c'est vraiment bon et c'est une vérité. Je vous remercie aussi et je ferai passer le message à tout le monde. La Tombola facture normalisée est une initiative de la Direction générale des impôts. Elle se déroule sous la supervision de l'étude de maître Maxime René Assogba, huissier de justice près la Cour d'appel de Cotonou, avec l'appui technique de la Loterie nationale du Bénin, LNB. Je peux attester effectivement que les tombolas se font dans de bonnes formes et je garantis à toute la population de continuer à demander leurs factures normalisées après chaque achat. Monsieur le directeur général adjoint, nous attestons que les tirages ont été effectués conformément au règlement de la tombola facture normalisée. La cérémonie a été marquée par le rappel des règles du jeu et comment être gagnant. Les 3 catégories de tirage de cette tombola ont été aussi soulignées. Le tirage du jour est dans la catégorie des tirages hebdomadaires donnant droit à 100 lots. Il est à noter par ailleurs que les gagnants des lots de 50 000 et 20 000 ont eu déjà leur compte crédité des montants subséquents par les systèmes de transfert de fonds, notamment Mobile Money ou Flouz. Je voudrais vous dire, avec ces lots que vous venez de gagner,
vous avez la certitude, la preuve que la tombola MECEF n'est pas un vain mot, c'est une réalité. Donc, vous devez être désormais auprès de vos parents, dans vos différents cercles, vous devez être des ambassadeurs de le tombola MECEF. Ce jeu tombola offre également des possibilités de gains durant des tirages mensuels et un tirage annuel. Le tirage annuel regroupe tous les participants de l'année avec la possibilité de tirage de 2 super lots en nature. Il s'agit de 2 véhicules neufs sortis d'usine d'une valeur nominale de 25 millions de francs CFA chacun. À l'université d'Abomey-Calavi, cette fois, les étudiants de l'École nationale supérieure de biosciences et de biotechnologie appliquées, ENSBBA, ont été initiés aux soins de secours, aux soins premiers en secours. La formation a été organisée par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, qui, dans sa démarche, a bénéficié de l'appui de la Croix-Rouge du Bénin. Les différentes notions acquises vont permettre aux bénéficiaires de venir en aide en cas de besoin à leurs camarades étudiants ou à toute autre personne. Reportage de Imet Hélène Moussou et de Georges Vaudouillon. Utiles, ils sont appliqués pendant les premières minutes d'un choc physique ou d'un malaise. Les soins de premier secours apportent à la personne en difficulté l'assistance nécessaire pour stabiliser son état de santé en attendant les interventions médicales. Sur le campus de Dassa, le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'université d'Abomey-Calavi a initié une formation en la matière au profit des étudiants. Dans sa démarche, le COUS a bénéficié de l'appui de la Croix-Rouge Bénin. La séance a été l'occasion de leur apprendre les réflexes et gestes qui sauvent en cas d'accident divers. Très souvent, l'accident survient hors de l'hôpital et chacun d'entre nous peut être le premier témoin de l'accident et devoir porter secours à la victime. Cette activité est d'importance. S'il y a un accident, si un étudiant tombe en classe, dans la cour, en venant au cours, il faut qu'il y ait d'autres étudiants pour pouvoir le secourir rapidement en attendant de le référer dans un centre de santé. Mais si on ne connaît pas les bons gestes, parfois on commet encore l'irréparable. C'est pour cela que nous avons voulu aujourd'hui, dans tous les centres universitaires qui sont sous le contrôle du COUS-AC, faire cette formation pour que tous les étudiants puissent connaître le B.A.B.A. des soins en premier secours. Cette formation en soins de premier secours fait partie intégrante du plan de travail annuel de la structure organisatrice. En initiant cette séance, le COUS entend faire bénéficier à l'ensemble des étudiants des campus sous sa tutelle l'apprentissage des notions qui sauvent. Pendant une journée, les pensionnaires de l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées ont été formés pour vérifier chez une victime d'accident ou autre malaise les signaux vitaux, le stabiliser ou encore le porter. Si nous allons nous mettre à parler des premiers secours et santé à base communautaire, on peut nous accentuer seulement sur le secourisme, les gestes qui sauvent. L'hygiène, il y a un peu de tout. Et nous, quand nous prenons le secourisme, qui n'est que l'action de porter secours efficacement et rapidement à une victime sans y succomber soi-même, là, je peux dire que vous-même, vous comprenez qu'il y a pratiquement tout dedans. Aider son prochain, secourir son prochain. Pratiquement, c'est la meilleure des églises sur terre. J'ai saisi le mot de la fin du maître de cérémonie, à savoir perpétuer ce genre d'activité pour que les gestes deviennent automatiques. Donc, c'est noté, on va revoir ça avec la cellule installée à Dassa. Au bout de plusieurs heures de cours théoriques et de cas pratiques, ces étudiants sont dorénavant aguerris pour être des secouristes adéquats. Ils pourront appliquer les notions reçues sur leur entourage immédiat. Des séances de recyclage périodiques sont prévues pour renforcer ces apprenants dans la pratique des notions acquises. William Cléquin, la question de la vaccination contre la COVID-19 semble préoccuper également les préfets de nos départements. Bien sûr, Rahabali Para, les dépositaires de l'État central dans les départements ont été appelés à œuvrer davantage pour l'augmentation du taux de couverture vaccinale. Des stratégies et des astuces leur ont été données à cette rencontre de Dassazouma. Les détails de ces échanges avec Imet Hélène Moussou et Georges Vaudouillon.
Une campagne intensive de vaccination contre la Covid-19, c'est une initiative des autorités en charge de la santé visant à susciter l'adhésion de la population, mais également augmenter la demande de la vaccination et améliorer la couverture vaccinale au Bénin. En proie aux rumeurs et à la désinformation, les populations ne manifestent pas d'engouement à aller se faire vacciner. Conséquence, l'opération démarrée depuis le 1er avril dernier n'a permis d'atteindre que 3,64% du taux de couverture globale. Ceci n'est pas normal et nous voulons aussi, avec vous, monsieur le préfet, puisque c'est vous qui êtes au niveau opérationnel, faire tout possible pour que nous puissions vacciner les populations béninoises pour qu'ensemble, nous pouvons arrêter cette maladie au niveau du Bénin. La présence de ce dévastateur qui se cache par moments pour revenir encore plus virulent, il est question pour nous d'y faire face. Et les forces que nous constituons se doivent de s'unir pour une riposte en synergie. Pour le monde entier et pour l'instant, le soulagement ne se trouve que dans la vaccination, quelles qu'en soient les polémiques. Conviés à Dassa, les préfets ont été invités par le CNLSTP, le Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Les assises ont été l'occasion de les informer sur les avantages de la vaccination, de partager avec eux les messages clés sur la vaccination et de leur décrire le rôle qui leur incombe dans cette opération qui va durer 2 mois. Au final, l'objectif visé est d'obtenir leur adhésion et accompagnement dans la campagne qui commence ce 15 novembre. À travers ce séminaire, nous avons eu droit à d'autres stratégies que nous allons intégrer pour que l'OME atteigne une bonne couverture vaccinale. Nous faisons déjà des efforts en rendant presque obligatoire partout où il y a du public la vaccination de plus en plus acceptée. Et dans les jours à venir, vous verrez sur le terrain ce qui sera fait pour convaincre les derniers sceptiques. Pour la circonstance, plusieurs communications ont été présentées. Dans leurs exposés, les communicateurs sont revenus après un état des lieux sur les diverses actions menées jusque-là en vue de contrôler la propagation du coronavirus. Les experts en santé ont aussi présenté les perspectives. Nous leur avons rappelé ce qu'ils doivent faire encore pour nous permettre d'avoir une meilleure couverture vaccinale, notamment l'application des mesures prises par le gouvernement, également leur implication pour la sensibilisation, la diffusion de la bonne information, surtout dans le contexte de rumeurs et de désinformation actuelle sur la vaccination. Pour rappel, le premier cas de Covid a été enregistré au Bénin le 16 mars 2020 à Cotonou. Depuis, 24 833 cas sont confirmés, 24 546 guéris et 161 personnes décédées. Tous les départements sont touchés avec celui du littoral comme épicentre de la pandémie. À nos jours, la vaccination est le seul moyen de prévention le plus efficace, mais aussi le meilleur moyen de lutte, affirment les spécialistes des questions de santé. Merci à Imet Hélène Amoussou. D'une formation à une autre, 759 jeunes gens ont été outillés sur les stratégies de communication en temps de crise et c'est une initiative de SOS Village d'enfants qui vise à lutter contre la pandémie de coronavirus. La formation est étendue sur plusieurs sites de l'ONG au Bénin. La cérémonie de lancement a eu lieu samedi dernier sur le site d'Abomey-Calavi. Teddy Goudalo et Rachidi Soubérou pour le compte rendu. 759 jeunes répartis sur 3 sites de SOS Village d'enfants au Bénin prennent part à cette formation sur les stratégies de communication en temps de crise. Il s'agit des centres de Nati Tengu, de Dassazoumé et d'Abomey-Calavi. La séance vise à promouvoir les gestes barrières en vue d'une lutte efficace contre la Covid-19. Quand on parle de Covid-19, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut vraiment tout faire pour l'éradiquer. Et s'il y a un projet qui s'en occupe pour vous jeunes, il faut vraiment applaudir. Nous allons voir comment est-ce que vous pouvez être les porte-parole de la bonne cause, les porte-parole de la lutte contre la Covid-19. Comment vous allez transmettre le message, comment vous allez être les ambassadeurs pour une bonne lutte contre la Covid-19.
Vous êtes des jeunes et ça doit commencer par vous en respectant les gestes barrières. La rencontre va permettre aux jeunes participants de mieux s'imprégner des différents outils de communication pour faire passer le message. Une initiation au journalisme est également prévue durant les 2 jours que vont se dérouler les travaux. Vous êtes des jeunes, vous avez des ambitions, il faut quand même vous accompagner dans vos ambitions. Et SOS Village d'enfants, je pense que vous faites du bien. Dans chaque village d'enfants SOS, nous aurons des radios, des petites unités de radio que ceux qui ont été sélectionnés seront formés. Il s'agit de radios de 5 km maximum pour vous initier au journalisme radio. La radio est très importante pour le développement des enfants et des jeunes parce que la radio permet de développer la confiance en soi. En utilisant la radio, en parlant la radio, vous aurez plus confiance en vous-même. Les bénéficiaires saluent l'initiative de SOS Village d'enfants et s'engagent à suivre rigoureusement les différentes communications. Ceci pour un bien-être de tous. Et c'est tout pour ce mini-journal. Bonne journée du mardi à vous et à Wahabali pareil également. Merci William Cliquant. Revenez-nous demain, on va poursuivre l'aventure avec nos téléspectateurs. On va faire venir par ici Hakim Sedou Seni, on va parler sport, évoquer donc l'éliminatoire du Mondial Qatar 2022 et puis il y a le dossier de la semaine, on parlera football féminin. À tout de suite. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. LBM, notre passion vous transporte. Monsieur bonjour. Ouahabalikpara, mesdames, messieurs, amis sportifs, bien bonjour. Allez, on est un peu sportif avec vous ce matin. On évoque la question donc, des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. C'est la grosse actualité sur le continent africain depuis environ 72 heures, puisque c'est le dernier acte de la phase de poule des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Après cette phase, Ouahabalikpara, les 10 qui sont donc vainqueurs seront tirés au sort pour les barrages de cette compétition. Nous sommes donc à l'étape des dernières rencontres de la phase de poule de ces éliminatoires. Et puis ce week-end, il y a eu plusieurs matchs qui ont été disputés. Plusieurs nations ont déjà composté leur qualificatif pour la suite de cette aventure. Mais il faut faire constater qu'il y en a encore qui jouent gros à partir de cet après-midi. D'abord, hier, Wahab, 4 rencontres ont été disputées pour des résultats bien différents. Le Niger a fait d'une bouchée et le Djibouti score à l'arrivée 7 buts à 2. Ce n'est pas un test et ce n'est pas un set de tennis. Le Kenya a battu le Rwanda 2 buts à 1. À noter
la victoire enfin du Togo. Le Togo qui bat la Namibie par le score d'1-0. Le Togo était en déplacement. Enfin, la Guinée-Bissau et puis le Gabon et puis le Soudan se sont séparés dos à dos. 0 but partout. Plusieurs affiches intéressantes à suivre ce mardi 16 novembre 2021 dans le groupe A. Eh bien, l'Algérie reçoit le Burkina Faso qui a 2 longueurs de retard sur l'adversaire du jour. C'est une rencontre très ouverte. Les Algériens, les Fennecs ont besoin simplement d'un match nul pour composter leur but qualificatif pour les barrages des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. L'Algérie est toujours sur sa spirale de 32 rencontres sans défaite. La Mauritanie, dans le groupe B, joue la Guinée équatoriale. La Tunisie affronte la Zambie. Dans cette poule également, il y a le suspense. La Tunisie a juste une longueur d'avance sur les poursuivants immédiats. Dans le groupe C, le Libéria joue la Centrafrique à 17h à la même heure. Eh bien, les Sapa-Aigles du Nigeria, les voisins de l'Est, joueront contre le Cap-Vert. Dans le groupe D, le Mozambique affronte le Malawi. Et la rencontre très ouverte et très attendue cet après-midi, eh bien, c'est le côté du Cameroun. Et où le Cameroun joue contre la Côte d'Ivoire avant le coup d'envoi de cette affiche. Eh bien, la Côte d'Ivoire a une longueur sur le Cameroun, 13 points pour la Côte d'Ivoire, 12 points pour le Cameroun. Eh bien, la Côte d'Ivoire a besoin juste de match nul, mais la Côte d'Ivoire est en déplacement. Ça rappelle un peu ce qui a pu se passer au Wahab il y a seulement quelques jours avec le Bénin. Oui. Le Cameroun joue à domicile et vu donc Mohamed Ali Para écrit l'histoire, être donc présent du côté donc du Qatar pour le mondial de 2022. Dans le groupe F, l'Égypte affronte le Gabon, la Libye sera l'adversaire à jouer de l'Angola. Et puis enfin la dernière affiche de ce mardi, c'est bien le Maroc déjà qualifié qui affrontera la Guinée. Parlant justement des équipes déjà qualifiées, bien on va jeter un coup d'œil sur les 7 qui ont déjà validé leur billet pour les barrages de ces éliminatoires du mondial Qatar 2022. Il s'agit des Lions de la Teranga qui ont fait un sans faute, autant que le Maroc aussi est qualifié déjà en attendant sa dernière rencontre prévue pour ce mardi. Le Mali n'encaisse aucun but durant cette phase des éliminatoires du mondial Qatar 2022. Les Aigles du Mali sont qualifiés pour les barrages de cette compétition. L'Égypte, les Pharaons d'Égypte également qualifiés. La RD Congo avec bien évidemment des pointiers puisque le Bénin a porté une réserve technique contre la RD Congo. On attend donc la décision qui sera rendue par les instances fêtières du football africain et du football mondial. Enfin, le Ghana aussi se voit qualifié puisque même au niveau du Ghana, il n'y a que l'Afrique du Sud visiblement a aussi porté une réserve contre le Ghana, notamment contre le pénalty qui a été sifflé en faveur des Black Stars du Ghana. Pour le moment, eh bien, la RD Congo et le Ghana, c'est vrai, qualifié sur le papier, mais on attend encore la décision finale de ces différentes instances qui ont été saisies par les deux nations, notamment le Bénin et puis l'Afrique du Sud. En gros, eh bien, on attendra les résultats de cet après-midi pour se retrouver demain et faire le point complet des nations qualifiées pour les barrages des éliminatoires du mondial Qatar 2022. Alors, nous sommes mardi et quel est le document de la semaine? Le document de la semaine. La semaine dernière, justement, nous avions parlé d'une jeune footballeuse, Eunice Sagbouran, qui a effectué l'aventure des éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022, où le Bénin a été éliminé cette tête donc du côté du Maroc. Aujourd'hui, on s'intéresse au centre dans lequel évolue Eunice Sagbouran, c'est bien le CEFOS de football, mais particulièrement à la branche féminine qui est née de la fusion d'un club de Cotonou, notamment les Lyon FC et puis le centre en question. Le document de la semaine de ce mardi 16 novembre 2021 est intitulé « Le fruit de l'optimisme ». Il s'agit de la description de la passion du football féminin. On va y aller. C'est en 7 minutes avec Ali Moumouni. Un samedi après-midi au stade de Midombo, à Akpakpa, les jeunes filles du centre de formation de football CEFOS face à leur entraîneur pour la traditionnelle séance du week-end. Nous allons travailler l'analytique, frappe, sans gardien. Oui, on a commencé dès les années 92-93 avec USA plus Union Sportive d'Akpakpa. C'est avec le club là on a commencé, un club enregistré. On a joué les championnats féminins des années 2001, 2002, 2003. Bon, en temps, il a eu des problèmes. Bon, le club est devenu Lyon FC de Cotonou. Ce club Lyon de Cotonou, c'est un club féminin phare qui a fait le temps avec les Blackstone, les Tigresses. Un club qui est toujours resté dans les 4 premiers de toutes les compétitions qu'on a pu jouer. Bon.
on a su, comme on a encore les petits, on a les jeunes, on a les catégories d'âge, qu'est-ce qu'il faut faire? Réorganiser les choses et faire un centre de formation. C'est ça qui nous a conduit à ce port. On a mis tous nos garçons des catégories d'âge, les plus petits, les 13 ans, et plus les filles maintenant. Depuis plusieurs années, Emmanuel Hwansou et Marlène Agbadje sont les deux encadreurs des jeunes filles du centre. Ce sont eux qui s'occupent des différentes catégories des dames dont dispose l'académie. Ici, toutes les filles travaillent ensemble. Toute l'équipe travaille ensemble pour permettre aux jeunes d'essayer d'avoir un même niveau que leurs grandes sœurs. C'est un peu pour ça. C'est pour ça on essaie de mélanger les petites et les grandes sœurs. Ancienne joueuse de l'Union sportive d'Akwakwa, USA+, devenue aujourd'hui Cephos Dames, elle est revenue au centre pour partager son expérience avec les plus jeunes. Quand j'ai laissé le football, j'ai commencé avec AS Donga, 3e division les hommes. J'ai commencé avec eux en tant que kiné. Et après, je suis revenue à Cephos. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres clubs qui m'ont appelé, mais comme j'ai joué dans USA et aujourd'hui Cephos, ça fait déjà USA, c'est les mêmes personnes. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas rester avec mes anciens dirigeants pour donner l'exemple à mes jeunes sœurs. C'est pour ça que je suis revenue à Cephos aujourd'hui. Malgré l'absence du championnat au début de cette aventure, le duo Emmanuel et Marlène n'a pas abandonné. Convaincus du talent des jeunes filles, ils sont restés optimistes quant à l'avenir du football féminin au Bénin. On a commencé avec les filles, franchement. Et on a formé pas mal de filles. On a formé beaucoup de filles. Bon, on n'avait pas de championnat. Mais aujourd'hui, maintenant, nous avons remarqué que réellement le championnat a repris. Puisque la saison passée, on a joué. Et le club Cephos a joué en partenariat avec le club Tigresse de Cotonou. Donc on sait qu'un jour, le championnat doit toujours venir et on doit le jouer. C'est pourquoi on a toujours forcé de continuer. Actuellement, elles sont environ une trentaine de pensionnaires au niveau de Cephos Dames. Toutes des élèves qui sont suivis aussi bien dans leur éducation à l'école que dans la pratique du football. Les séances d'entraînement sont tenues 3 fois par semaine, les mercredis, les samedis et les dimanches. Avec les filles, bon, c'est pas facile, mais on essaie de suivre les filles de près, que ce soit à l'école comme à l'entraînement. On est derrière eux pour que les notes soient meilleures à l'école et que le travail aussi soit meilleur à l'entraînement. Moi, particulièrement, je suis vraiment satisfait des filles parce que nous avons au moins 4 filles qui sont allées en sélection. Depuis qu'on a commencé, c'est la première fois qu'on a 4 joueuses qui vont en sélection nationale. Et là, on est en train de préparer d'autres filles pour la relève de leurs grandes sœurs actuellement. Pour l'équipe nationale senior, nous avions la gardienne de but, Ogou Diane. C'est une joueuse du centre Cephos. Et la deuxième attaquante de notre championnat qui a marqué le but derrière Léa, Daboutou Maïsat. C'est une petite du centre Cephos aussi. Elle a commencé avec USA+, Lyon, avant de revenir à Cephos. Ces deux joueuses, c'est des joueuses du centre Cephos. On a encore eu d'autres joueuses qui ont été présélectionnées, mais elles n'ont pas eu la chance d'être retenues pour le match contre Burkina Faso. Au niveau de la sélection des moins de 20 ans, les 2 joueuses sélectionnées sont Nathalie Fatan et Eunice Sagouan. T'as déjà entendu que le Bénin avait match en temps, ça fait longtemps maintenant. Et j'avais un ami dans le quartier, lui aussi était venu suivre le match. Et j'étais avec mon papa et je disais à mon papa que, avec ce que j'ai vu sur le terrain de ce jour-là, que je vais intégrer un club, bien un centre, pour mieux renforcer mon niveau. J'ai dit je vais intégrer le club parce qu'il a vu des filles jouer sur le terrain, lui aussi était passionné. Et voilà, on a trouvé le coach Emmanuel. Et on a commencé, mon papa avait discuté avec lui, c'est comme ça que j'ai commencé le foot dans un club. Et avant c'était Lyon, mais maintenant c'est un centre. J'ai commencé à jouer le centre Cephos en 2019. Donc, le coach m'a vu sur le terrain régional et m'a pris de venir jouer avec le centre Cephos. Avant, c'était Lyon. Donc, on a fait une collision avec les garçons de Cephos.
Donc, on est devenu CEFOS. Jour de match. Cette rencontre est une explication d'apprentissage prévue par les deux encadreurs pour évaluer le niveau de leur fille. Vous savez qu'on a un match tout à l'heure. C'est notre premier match test. Donc vous allez donner le meilleur de vous. Vous allez donner le meilleur de vous sur le terrain. Pas d'injure sur le terrain. Vous travaillez ensemble, vous jouez ensemble. Si l'autre fait mal, toi tu couvres. On ne se crie pas dessus. C'est un match programmé à l'heure de l'entraînement. Et avant, les filles vont d'abord être soumises à une petite séance d'échauffement en lien avec le thème de la séance du jour. Allez-y avec le mauvais pied, uniquement le pied gauche. Conduisez avec le pied gauche, uniquement le pied gauche. Tout à l'heure, l'échauffement général a été suivi de mouvements d'assouplissement. Et dans l'échauffement spécifique, vous avez vu que le travail a été beaucoup fait dans un champ réduit, dans un espace de 10 mètres carrés, où les filles ont beaucoup contrôlé le ballon, touché le ballon, contrôlé le ballon dans un espace réduit. Quand les filles auront des difficultés dans les espaces réduits comme ça, là, c'est ça qui va leur donner. Quand elles seront dans les espaces plus grands, là, elles vont évoluer et jouer à fond. Face au centre de formation Vidagbe, les pensionnaires de ces fausses dames se sont imposés sur le score étriqué d'1-0. Pour la saison 2022, ces fausses dames s'engagent dans le championnat national féminin de 2e division. Voilà, plein feu sur le centre CEFOS de football, c'est bien la section d'Amoura Balikbara. C'était un document signé Ali Moumouni, c'était le sport. C'est joli à voir, hein, la balle au pied d'une femme. Ah oui, exactement. Quand les femmes jouent, quand elles s'y donnent, c'est qu'elles jouent très bien. La preuve, c'est que Eunice Agouin fait partie de ces révélations et de la participation du Bénin aux éliminatoires du mondial Costa Rica 2022. D'ailleurs, pas la seule, on a également une jeune, Djibril Yasminat, qui a été sacrée meilleure joueuse, meilleur buteur à l'occasion du championnat scolaire qui s'est déroulé du côté donc, du Dampopo, notamment la phase finale. Elle également a fait partie de l'aventure des U20 à l'occasion d'un des éliminatoires du mondial Costa Rica 2022. C'est donc dit que autant on construit d'infrastructures, autant on permet donc à nos filles de s'essayer au football, autant on se rend compte qu'elles ont de la potentialité qu'on peut véritablement exploiter. La preuve, c'est que le championnat a commencé, les catégories sont concernées et j'avoue que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous aurons de très belles footballeuses, de très bonnes footballeuses au plan national. Merci Hakim Seydou aussi de vous rester avec nous et on va évoquer tout à l'heure le diabète, cette affection qui traduit à la fois une réalité difficile, l'excès du sucre donc dans les urines. C'est une affection qui fait incliner la communauté internationale le 14 novembre de chaque année. On aura un spécialiste en la matière, Audrey Boutet, médecin endocrinologue. On fera le débat avec elle dans un instant. À tout de suite. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans et plus, vous pouvez recevoir les doses des vaccins contre la Covid-19. Vous avez 12 ans et plus, le vaccin Pfizer peut vous être administré. Alors faites le geste qui sauve. Rendez-vous dans les postes de vaccination implantés dans les formations sanitaires de votre arrondissement et de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie de coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
LBM, notre passion vous transporte. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. LBM, notre passion vous transporte. LBM, notre passion vous transporte. L'articulation de cette émission fera preuve de curiosité dans l'atelier de Urbain Hundagnon. Il est spécialiste du métier du graphisme. C'est un art visuel. On verra de quoi cela retourne avec Ouliat Sanoussi et Moufid Sabouan. Herman Anyambossou, bonjour. Bonjour, Ravel. Zakiat Latundi, bonjour. Bonjour. Et docteur Audrey Bouté, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin. Le 14 novembre de chaque année, il y a une expression qui revient sur toutes les lèvres, un mal, le diabète. Certains le connaissent, d'autres non. On va jeter un coup d'œil sur ce visuel que nous propose Zakiat Latundi et revenir poursuivre les débats sur le plateau. 3 médecins endocrinologues en pleine séance de travail. Ils échangent sur la célébration de la 29e journée mondiale du diabète, une occasion de sensibilisation et d'information de la communauté sur cette maladie silencieuse qui touche de plus en plus de personnes un peu partout dans le monde. Dans le monde actuellement, il y a 425 millions de personnes qui souffrent du diabète. Et ça, c'était les statistiques de 2019. En 2045, on prévoit que ce chiffre passera à 700 millions. Au Bénin particulièrement, il y a eu une enquête qui a été réalisée, l'enquête STEPS, en 2015, qui avait montré que la prévalence de l'hyperglycémie au Bénin était de 12,4%. Mais avant cela, la prévalence était de 2,6%. Donc le taux des patients vivant avec une hyperglycémie au Bénin a quadruplé en moins de 10 ans. Et c'est l'une des raisons qui a motivé ces médecins et plusieurs autres de leurs pairs à s'engager dans la lutte contre le diabète. Ils sont tous membres de l'association béninoise de lutte contre l'obésité, le diabète et les endocrinopathies. C'est une association qui s'est donnée comme mission d'informer la population béninoise afin que nos frères, nos sœurs et nos parents sachent ce que c'est qu'entre autres le diabète, l'obésité et prennent les mesures préventives afin de ne pas venir nous voir malades ou de venir sans avoir les complications.
La plupart des patients se font consulter à l'étape des complications. Ils sont face à un certain nombre de signes qui les amènent à se diriger vers les professionnels de la santé. La plupart des patients ne se plaignent de rien du tout, ils n'ont pas de signes de la maladie. Mais lorsque les symptômes sont présents, ils peuvent signaler une soif excessive, ils peuvent aller fréquemment uriner, ils peuvent maigrir, ou alors ce sont les signes des complications telles que troubles de la vision, une dysfonction érectile, ils peuvent faire un AVC ou alors ils peuvent se retrouver à la dialyse. Pour éviter d'en arriver là, la sensibilisation est donc essentiellement axée sur les facteurs de risque, de même que les mesures préventives, afin d'amener les populations à prendre conscience du mal et surtout à être rigoureux sur le suivi de leur santé. Les sujets âgés vont développer plus à partir de 35 ans. Ils peuvent développer un diabète surtout s'ils sont en obésité ou en surpoids. Les enfants à partir de 10 ans ou en âge de puberté qui sont obèses ou en surpoids ont un risque de développer un diabète. La sédentarité est un facteur de risque. Une mauvaise hygiène alimentaire, aussi un facteur de risque. Les sujets qui ont un antécédent dans la famille des parents qui sont diabétiques sont aussi à risque de développer un diabète. Les sujets qui sont hypertendus, qui ont un taux de cholestérol élevé, sont à risque. Les femmes enceintes qui ont eu à accoucher au cours des grossesses précédentes, des enfants de plus de 4 kilos, sont à risque de développer plus tard un diabète. En ce qui concerne la prévention, les conseils sont résumés en 5 différentes leçons pour se mettre à l'abri du diabète. Ces leçons portent entre autres sur la qualité de l'alimentation, la pratique du sport et le dépistage. La première leçon, il s'agira de manger équilibré et de manger sainement. La deuxième leçon, c'est de préférer l'eau aux boissons sucrées et à la bière. La troisième leçon, c'est de faire une activité physique régulière, 35 minutes à 45 minutes, 4 à 5 fois par semaine. Et puis, quand on a un certain âge, après 35 ans, il faut se faire dépister systématiquement une fois par an. Et pour un contrôle adéquat des facteurs de risque pouvant faciliter la survenue du diabète, il est également conseillé de prendre régulièrement son poids, sa tension artérielle et de mesurer son tour de taille. Élément témoin signé Zakiat Latoundi, un élément témoin qui s'achève par des conseils pratiques de lutte contre le diabète. Hakim Sidou Sénis, quand on parle de diabète, qu'est-ce que vous comprenez par là? Waouh. Quand on parle de diabète, c'est la compréhension, mettons quoi, un peu générale que tout le monde a du diabète, c'est la maladie du sucre. C'est ce qui se dit dans les différentes langues, que ce soit en Fongbe, en Dendu et consort, c'est la maladie du sucre. Et donc, du coup, tout s'élabore autour de ce qui est bien, c'est parce qu'on consomme assez de sucre. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les parents ont souvent cette facilité à réprimander les enfants lorsqu'ils s'adonnent à la consommation excessive du sucre. Et quand vous êtes une personne d'un certain âge, bien qu'étant avec les parents, eh bien, on vous rappelle que la consommation excessive du sucre conduit au diabète. Donc, en gros, quand on dit diabète, eh bien, on a recours simplement au sucre qui doit être la cause première de cette maladie. Oui, le diabète, quand on en parle, en fond, on dit « alors vivons ». Donc voilà, c'est tout ce que nous savons, de sorte que vous êtes tenté quelquefois quand vous urinez de mettre un peu le doigt pour goûter, pour voir si c'est sucré ou pas. Oui. Elle nous dira si c'est de ce sucre-là qu'il s'agit. Oui. Parce qu'on dit également qu'il n'y a pas cet aliment que vous prenez qui ne contient pas de sucre. Oui. Et que même, c'est pas, ce qui est amer contient encore du sucre. Oui. On dit de consommer des aliments sains. Aujourd'hui, que consommons-nous? Est-ce que même les fruits, il est même conseillé de consommer assez de fruits et de légumes? Est-ce que les fruits que nous consommons aujourd'hui sont des aliments sains? Quand on sait que ces fruits, pour que l'arbre puisse pousser beaucoup de fruits, on est obligé d'y ajouter des engrais et tout. Est-ce que nous consommons aliments sains? Est-ce que nous consommons? Comment faire pour éviter cette maladie? Parce que justement, dans le conscient ou dans la conscience collective, c'est que diabète rime avec la mort. Et quand vous faites un tour au service dialyse du CLHU, vous en voyez qui viennent là et qui sont totalement déprimés déjà parce qu'ils se disent j'ai rendez-vous dans quelques mois avec la mort. Est-ce que le dépistage rapide et assez tôt permet d'éviter que ça devienne chronique? Parce que justement, vous avez fait la question, nous parlons de ce que nous savons de façon générale. Alors, je ne peux pas comprendre que dans un programme de formation du CI jusqu'à l'université,
on ne puisse pas nous enseigner tout au moins les symptômes de ces maladies-là pour que, voyant que, et déjà même dans les statistiques de l'OMS, 347 millions de personnes atteintes de cette maladie en 2000, combien, je ne sais pas, j'ai noté ça ici, en 2016. Oui. Et on craint qu'avec cette tendance-là, ça puisse doubler d'ici 2030. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas en sorte que ces maladies qui deviennent chroniques, qui deviennent courantes, on ne puisse pas enseigner ça au moins aux enfants pour leur dire attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça, on nous laisse, on finit, et il n'y a que les docteurs comme Dr Bouté qui viennent nous parler de ces maladies-là, alors que c'est à nos portes. D'accord. Voilà. Alors, Zakiat Latunji, avant qu'on arrive, on en arrive à écouter les explications du spécialiste en question. Je pense que ça reste un sujet d'actualité et comme on l'a vu dans l'élément, ça touche de plus en plus de personnes et Herman vient de le dire, d'après les statistiques de l'OMS, d'ici 2030, on va doubler le nombre de personnes qui souffrent de diabète. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter et surtout attirer l'attention des uns et des autres sur la chose parce que malheureusement, c'est une maladie qui évolue de façon silencieuse. Mais alors, comment on sait, qu'est-ce qu'il faut savoir véritablement et qu'est-ce qu'il faut faire surtout pour rester à l'abri du diabète et si éventuellement on est déjà confronté à la maladie, qu'est-ce qu'il faut également faire pour ne pas être tout le temps là à réfléchir et à se dire ça y est, c'est le rendez-vous avec la mort, un peu comme tout le monde le pense. Dans la communauté en général, on parle de maladie du sucre, Adolphe Vivison, c'est ça on dit enfant. Est-ce que c'est vraiment la maladie du sucre qui est liée au sucre que nous consommons, au sucre qui est contenu dans notre alimentation ou c'est le sucre ajouté à l'alimentation? Je pense que Dr Bouté est là aujourd'hui pour nous permettre de mieux comprendre. Ça fait déjà une série de questions, hein, docteur Bouté. On vous écoute. Est-ce que les explications en termes de définition données par les collègues sur le plateau, n'est-ce pas, correspondent à ce qu'est le diabète exactement? Pas vraiment. D'accord. Alors, déjà, c'était parce qu'il y a un déficit criant en information sur ce qu'est vraiment le diabète. La population béninoise n'a pas vraiment les informations fiables sur ce qu'est le diabète, ces maladies métaboliques ou ces endocrinopathies. C'est pour ça que nous avons décidé de créer notre association pour pouvoir donner des informations qui soient plus fiables et pouvoir aider à diminuer la prévalence. Comme on l'a dit, la prévalence ne cesse d'augmenter. Et actuellement, en Afrique, elle ne fait que doubler, d'accord, selon la dernière étude de la Fédération internationale du diabète. Donc là, d'abord, c'est quoi le diabète? Voilà, allons-y. Le diabète, c'est une maladie chronique. Et j'insiste sur le thème chronique, c'est une maladie qui ne guérit pas. Quand on fait le diagnostic, c'est une maladie qui va durer toute la vie. Alors, c'est une maladie chronique qui est due à un excès du taux de sucre. Quand on dit le taux de sucre, en fait, c'est le glucose. Tout ce que je veux manger, n'importe quel aliment que je veux manger, va se transformer en glucose. Ce glucose, c'est le sucre qu'on parle communément, qui sert d'énergie. Pour que les organismes puissent fonctionner, le cerveau a besoin de glucose, le cœur a besoin de glucose, le muscle a besoin de glucose. C'est pour ça qu'on dit à la fin sucre, sucre, sucre. Oui. D'accord. Vous aviez dit tout à l'heure, donc comme j'ai dit, c'est l'augmentation du taux de glucose dans le sang qui reste élevé de façon chronique. Oui. Vous aviez dit tout à l'heure que c'est le fait de manger du sucre qui va faire qu'on devient diabétique. Non, ce n'est pas le fait de manger du sucre qui va faire que systématiquement je deviens diabétique. Il y a beaucoup de personnes qui consomment de façon importante du sucre, mais ils ne développeront jamais de diabète. Le fait de consommer peut-être trop de sucre va peut-être entraîner un terrain de facteurs de risque qu'on appelle le surpoids et l'obésité. Vous risquez d'être en surpoids ou obèse. C'est un facteur de risque maintenant de développer le diabète. Ce n'est pas la consommation en sucre, que ce soit les bonbons, les chocolats, qui nécessairement entraîne systématiquement le diabète. Donc, ce n'est pas le sucre brut dont on parle, qui nécessairement dit que c'est la surconsommation de sucre qui entraîne le diabète. Cette surconsommation de sucre va entraîner une obésité, un surpoids, qui a un risque de donner le diabète. C'est ça. Donc, alors, le sucre dont on parle ici, ce n'est pas le sucre brut que nous avons, c'est un peu tout un mélange, aussi bien ce sucre brut, le sucre contenu dans les différents produits que nous consommons.
Oui, on parle du glucose. Oui. Genre, c'est l'énergie, la consommation. Dès que je consomme un aliment, il va se transformer en glucose, qui est l'énergie qui est nécessaire à certains organismes de fonctionner. Oui. D'accord. Maintenant, le sucre brut dont on parle et tout, Oui. ils sont à risque de favoriser le... comment dire le, D'accord. le- Alors, la ma question, survenue du surpoids et ma de- question maintenant, c'est de Oui, savoir, comment- est-ce que c'est la difficulté pour l'organisme de se débarrasser, de libérer ce sucre qui crée le diabète? Au fait, pourquoi on en arrive à avoir un taux de sucre qui reste élevé dans Dans l'organisme, sinon dans le sang. Donc, il y a une hormone qu'on appelle l'insuline. L'insuline est cette hormone qui est sécrétée, qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. C'est sécrété par quel organe? Le pancréas. Le pancréas, voilà. très bien. D'accord. Donc, le pancréas sécrète l'insuline. Et l'insuline régule le taux de sucre dans le sang. Donc, il sert de transporteur. Donc, cette insuline transporte le sucre vers les organes qui en auront besoin, tels que le cerveau, le cœur et le muscle. Donc, si le pancréas ne sécrète pas du tout d'insuline, donc je n'ai pas ce transporteur-là pour amener mon taux de sucre vers les différents organes qui en ont besoin. Donc, le sucre reste élevé dans le sang. Donc, ça va déterminer le premier type de diabète, qui est le diabète de type 1, qu'on retrouve chez les enfants et les adolescents. Donc, après, si le pancréas sécrète l'insuline, mais de façon en petite quantité, Insuffisante. ou en quantité insuffisante, ou qui sécrète l'insuline, mais que l'insuline n'agit pas de manière efficace. Dans le cadre où, par exemple, quand ils ramènent le sucre et on a un blocage, ces patients qui sont obèses ou en surpoids, il y a ce blocage, il y a cet excès de graisse. Donc, l'insuline n'agit pas efficacement, et ce qui fait que le taux de sucre reste élevé dans le sang et on devient diabétique. Docteur Bouté, j'ai une question à vous poser. Allons-y, Yaman. Le pancréas est fatigué ou c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que le pancréas n'est plus en mesure de sécréter l'insuline correctement? Ou alors, qu'est-ce que nous devons éviter au pancréas? Dans le diabète de type 1, c'est des maladies qu'on appelle les maladies auto-immunes. Malheureusement, c'est l'organisme lui-même qui, en guillemets, s'autodétruit, va sécréter des auto-anticorps qui détruisent les cellules du pancréas. D'accord? Donc, ils détruisent, en guillemets, la majorité des cellules du pancréas, dont le pancréas ne sécrète plus du tout d'insuline. C'est surtout chez les enfants et les adolescents, on est obligé d'apporter de l'insuline chez ces patients-là, ou de faire des greffes du pancréas, ou carrément, ils ont des pompes à insuline qu'on utilise. Ça, c'est le type 1. Maintenant, dans le type 2, le pancréas, avec l'âge aussi, au fil du temps, on devient âgé, le pancréas il vieillit parce que c'est un organe. Donc on peut développer avec l'âge un diabète, le pancréas va se fatiguer, c'est normal. Ou soit maintenant aussi, donc comme je l'ai dit, l'obésité et le surpoids, le pancréas va sécréter normalement son insuline. Mais il y a cette inefficacité là parce que j'ai cet excès de graisse qui empêche l'action de l'insuline. L'insuline ne peut pas faire rentrer le taux de sucre puisqu'il y a cette graisse qui bloque. À partir de quand on peut dire que je suis obèse? Est-ce que tel que je suis là, je suis déjà obèse, ou bien il y a des éléments qui permettent de savoir qu'on est obèse et de pouvoir se corriger? Oui, il faut calculer l'indice de masse corporelle, d'accord? C'est par une formule, le poids sur la taille au carré, d'accord? Votre indice de masse corporelle est normal s'il est entre 18 et 25 kg par mètre carré. Entre 25 et 30 kg par mètre carré, vous êtes en surpoids. Et à partir de 30 kg par mètre carré, vous êtes obèse. Wow. Alors, on a évoqué un élément tout à l'heure concernant les facteurs de risque, notamment l'obésité. Mais en dehors de ça, quels sont les autres facteurs qui prédisposent à la survenue du diabète? Ok, comme on l'avait dit aussi dans l'élément, l'âge supérieur à 45 ans, l'hérédité familiale. Si dans la famille, vous avez des parents qui sont diabétiques, vous êtes à risque de développer plus tard un diabète. Ces femmes enceintes qui ont eu un bébé de plus de 4 kilos sont à risque de développer un diabète. Ou si elles ont eu une élévation de la glycémie une seule fois au cours des anciennes grossesses, elles sont à risque. Les patients qui sont hyper tendus ou un taux de cholestérol élevé également sont à risque. Ça ferait ça. Quand on vous suit, docteur Bouté, on a l'impression que le sucre n'est peut-être pas une cause première de la survenue du diabète, alors même qu'en élaborant, vous avez déjà fait état du glucose, on en a déjà dans l'organisme. Quand on en rajoute, bien évidemment, c'est clair que d'une manière ou d'une autre, ça va forcément participer, je dirais, à faire le terreau au diabète. Est-ce qu'il ne faut pas fuir le sucre, ce que d'aucuns appellent un doux assassin? Vous parlez du sucre brut, exactement, tout ce qui est produit. Tout à fait. C'est pas parce que, comment je vais dire,
on ne peut pas, je veux dire, on n'a qu'une vie. Il faut quand même s'alimenter. Il n'y a pas d'interdit. Il ne faudrait pas qu'on ait des interdits. Il faut savoir que votre alimentation puisse être équilibrée. Vous pouvez en consommer, mais sachez de consommer de façon équilibrée. C'est pas en consommer de façon excessive. Tous les jours, j'englobe, je ne sais pas moi, un paquet de chocolat, on dort dans le sucre à la limite. Les boissons alcoolisées, les boissons gazeuses, j'en consomme de façon... Non, je peux en consommer, mais il faut savoir consommer de façon équilibrée. Il faut limiter sa consommation. C'est quoi consommer de façon équilibrée? C'est quoi la dose? Parce qu'on n'a quand même pas, un instrument de mesure. Est-ce que c'est parce que j'ai pris du thé le matin, que dans l'après-midi je prendrai plus du thé, ou est-ce que dans la journée je prendrai plus du yaourt, et ainsi de suite, parce que ça fait partie des éléments qui contiennent du sucre. Et à côté, qu'on nous a souvent fait entendre qu'il vaut mieux éviter le sucre de couleur blanche, qu'il faut peut-être se focaliser sur le sucre après le sucre roux. Je ne sais pas, est-ce que vous démentez, je dirais, cette conception de la qualité du sucre qu'on consomme? Sucre blanc, sucre roux, c'est la même chose, sucre. Les index glycémiques sont pareils, c'est au moins 100, d'accord? Donc il y a d'autres aliments qui ont des index glycémiques plus faibles. Quand je prends les légumes et tout, ou je prends les féculents, ils ont des index glycémiques plus élevés. Tous ces aliments sont importants. Mais quand je dis alimentation saine et équilibrée, c'est une alimentation ni trop grasse, ni trop sucrée, ni trop salée. Il faut qu'à chaque repas, on ait une portion plus importante de légumes, j'ai une portion de féculents et une portion de protéines. Qu'est-ce que je mets dans les protéines? Je mets les œufs, les viandes, le poisson, le fromage. J'ai la portion de féculents, c'est tout ce qui est riz, les macaronis, le atassi, la cassa, l'io. Et votre pâte alimentaire. Voilà. Donc, maintenant, la portion de légumes, ça doit être la portion la plus importante. Tout ce qui est bourguin, amont vivet, chayo, tété, gombo, feuilles de lecture, je sais pas, les feuilles de laitue, les haricots verts. Donc cette portion-là doit être la plus importante. Mais on a besoin des glucides, c'est important d'en manger. Mais la portion-là doit être un peu plus réduite et on a besoin aussi également de protéines. On a besoin de tous ces éléments-là, mais il faut savoir c'est quelle portion... En résumé, c'est ce que vous appelez équilibré. Oui. Faire en sorte qu'on retrouve un peu de tout ça dans notre plat qui nous sert en fait de repas. C'est bien ça. Alors, on a parlé de maladies silencieuses et on a eu dire également que c'est au moment où on commence à ressentir des signes, c'est déjà l'étape des complications. Quels sont ces signes-là qui doivent alerter ou qu'est-ce qui fait que ça reste une maladie silencieuse? On évoque là la question des symptômes, par rapport à la maladie. Voilà, comme on l'a dit, une maladie silencieuse parce que le taux de sucre, s'il reste élevé dans le sang, la plupart du temps, on ne le sent pas. Parce qu'à un certain taux, on n'a pas les signes. Donc, mais à un certain taux, c'est déjà élevé, on a déjà des complications, mais on n'a pas la symptomatologie. C'est à partir d'un certain taux qu'on commence à ressentir les signes. Donc, quand le taux commence à être élevé, c'est la personne qui se plaint que je pisse beaucoup, je bois beaucoup d'eau, je maigris, malgré ça, mais je mange beaucoup. Une personne qui est tout le temps fatiguée, ou comme vous aviez dit, la personne qui dit que quand je goûte mes urines, je trouve qu'il y a du sucre dans les urines, parce que là, le taux de sucre atteint un certain seuil et le rein est obligé d'éliminer, ce qui fait qu'il goûte, il trouve du sucre dans les urines. Ou soit on retrouve les fourmis qui tournent autour des fourmis rouges. Voilà. Donc c'est à peu près les signes où quelqu'un qui a des plaies traînantes, ça c'est déjà le stade des complications malheureusement. Et qu'est-ce qui est fait par rapport à ces signes-là pour la prise en charge, vu que c'est une maladie chronique et qu'on n'en guérit pas? Qu'est-ce qui est fait? Oui, dans la prise en charge. Comment est-ce que cette maladie est prise en charge? Comment on fait pour maintenir la personne vivante malgré qu'elle traîne avec la maladie? Alors, si cette personne présente les signes, déjà, il faut le dépistage. Si cette personne présente les signes, il faut qu'il vienne se faire dépister. Le dépistage passe par quoi? Il faut mesurer le taux de sucre dans le sang. C'est la glycémie. Alors, la glycémie, soit on vous prend votre sang au laboratoire, c'est simple, coûte à peine 1500 francs et vous faites dépister ou même à la maison par la glycémie capillaire, vous piquez au niveau du doigt
vous avez votre glycémie à l'aide des appareils qu'on appelle les glucomètres. Donc, si grâce à ça, si votre taux de sucre est assez élevé, on diagnostique que c'est un diabète, il faudrait que vous allez voir n'importe quel professionnel de la santé qui saura démarrer la prise en charge et après nous référer vers le spécialiste. Alors, si c'est que cette personne n'est pas diabétique, son taux de sucre n'est pas élevé, donc il faudrait déjà qu'il ait des mesures de prévention pour éviter la survenue. D'accord? Alors, dans vos premiers développements tout à l'heure, vous disiez que c'est une maladie chronique parce qu'on n'en guérit pas pour autant. Mais est-ce que lorsque le sucre est stocké dans l'organisme, il n'y a pas cette possibilité de faire une forme de vidange, c'est-à-dire utiliser soit des produits ou de l'eau de manière à petitement se débarrasser de ce sucre qui est stocké dans le sang? Si je suis déjà diabétique, oui. Si je suis diabétique, c'est une maladie chronique, comme j'ai dit, oui. Elle ne guérit pas. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenant faire baisser le taux de sucre? Voilà. Déjà, ça passe par les mesures. Première chose à faire, c'est toujours les mesures hygiéno-diététiques, comme on a dit. Alimentation saine et équilibrée. Oui. Et aussi, ne pas oublier l'activité physique. L'activité physique régulière et soutenue. 35 à 45 minutes, au moins 4 à 5 fois par semaine. Ensuite, après, puisqu'on avait parlé du mécanisme, c'était par rapport à l'insuline qui n'était pas, soit si le pancréas ne sécrétait pas du tout d'insuline, c'est qu'il faut rapporter de l'insuline. Oui. Chez ces sujets qui sont DT1, il faut des injections d'insuline, malheureusement. Maintenant, chez ces sujets DT2, il faut venir aider le pancréas à sécréter un peu plus d'insuline. Donc, c'est là on apporte certains médicaments pour leur permettre d'améliorer l'efficacité de... Vous expliquez dans les symptômes du diabète la fréquence dans l'envie d'uriner. Alors qu'il est souvent fait entendu, je parle des clichés, que quand on urine beaucoup, c'est qu'on est en bonne santé. Ce cliché-là, est-ce que vous le faites tomber ou bien est-ce qu'on continue de le maintenir ou est-ce qu'on le confond avec les symptômes du diabète? Si je bois beaucoup d'eau, je vais beaucoup uriner. Ça fait travailler mon rein. Exactement. Je vais beaucoup uriner parce ça veut dire que mon rein fonctionne bien. Exactement. Il va éliminer. Maintenant, quand on est diabétique, lorsque le taux de sucre atteint un certain seuil, le rein essaie d'éliminer cette trop grande quantité de sucre parce qu'il veut que le taux de sucre ne reste pas élevé dans l'organisme. Donc, en voulant faire éliminer cette trop grande quantité de sucre, il apporte assez d'eau. Donc, c'est en apportant assez d'eau qu'on se retrouve à pisser beaucoup. Ce qui fait que... Pardon? Mais la personne aura soif. Okay, c'est pour ça que la personne a beaucoup soif, il boit beaucoup. Et puis, le rein puisse éliminer. C'est parce qu'il y a cette trop grande quantité de sucre que le rein est obligé d'apporter assez d'eau. Et en voulant demander assez d'eau, le patient, il a soif. Donc, il boit plus. Et on pisse assez. Est-ce que vous êtes en train de laisser entendre que lorsque l'organisme commence à vous réclamer suffisamment d'eau, qu'il y a raison de se méfier? Pas nécessairement. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait grande activité physique et autres, mais vous sentez que très régulièrement, vous avez soif, vous avez envie de boire de l'eau. Est-ce qu'il y a raison de s'inquiéter à ce moment? Il y a plusieurs pathologies qui peuvent entraîner cette envie, cette soif intense-là. Comme on l'a dit, les signes du diabète ne sont pas vraiment spécifiques. C'est une maladie silencieuse. Ces signes peuvent être aussi des signes d'autres pathologies, les problèmes de calcémie ou de kaliémie. Donc, il faut vraiment, si on a ces signes, c'est dépister. Aller contrôler le taux de sucre. Là, on est sûr, est-ce que c'est un diabète ou pas? D'accord. Parlant du dépistage, où est-ce qu'on peut faire ce dépistage et qui peut vous dépister et qui peut aller se faire dépister? Le dépistage, comme on l'a dit, c'est partout. Vous allez dans n'importe quel laboratoire, vous pouvez vous faire dépister. Ça ne coûte rien. C'est à maximum 1500 francs. Si vous disposez d'un glucomètre, vous pouvez le faire à la maison. Ensuite, qui dépister? Il faut dépister déjà les sujets qui ont plus de 35 ans. Il faut dépister ces sujets qui sont obèses ou en surpoids. Ces sujets qui sont hypertendus et qui ont déjà un taux de cholestérol élevé. Il faut dépister déjà ces enfants qui ont plus de 10 ans et qui présentent déjà un surpoids et une obésité. Ensuite, ces femmes qui ont eu des bébés de plus de 4 kilos ou ont eu des grossesses antérieures où le taux de sucre a monté, il faut les dépister.
D'accord. Zakiat, je voudrais vous faire une question. Est-ce que vous sentez les 14 novembre de chaque année qu'un travail est vraiment fait en vue de combattre ce mal silencieux, comme l'a qualifié Hakim Seydou Sely? Ben, on en parle par exemple sur le plateau, c'est déjà un exemple d'action qui se mène. Il y a Ablodé également, qui est l'association dont fait partie Dr Bouté, qui mène également des actions, et il y a plusieurs autres acteurs de la société civile, même des praticiens, qui œuvrent pour la lutte contre le diabète. Mais vous comprenez que en termes de communication pour un changement de comportement ou communication pour la santé, c'est un processus qui est long. Et il faut multiplier davantage ces initiatives-là pour être sûr d'atteindre le plus grand nombre. Et je pense aujourd'hui qu'en dehors des actions de sensibilisation, il y a également des actions de dépistage qui sont organisées sur le terrain pour justement attirer davantage les populations, également les orienter pour une bonne prise en charge. D'accord. Alors, Hakim Seydou, si on s'en tient à toute cette série d'élaborations sur ce plateau, pourquoi ce mal n'est pas pour autant enseigné, pas forcément à l'école, mais les campagnes de sensibilisation pour autant, ma foi, ne prennent pas en compte le degré de nuisance de cette maladie, du diabète, hein, bien entendu. La question, elle aura des réponses beaucoup plus justes si elle était adressée, mettons quoi, aux décideurs. Parce qu'en réalité, oui, quand Eman disait dans sa première prise de parole que ce n'est pas enseigné, ça veut dire qu'il aurait fallu peut-être que les autorités à divers niveaux, notamment celles qui décident, aient fait l'option d'introduire, par exemple, mettons quoi, la maîtrise de cette maladie au niveau donc, de l'enseignement primaire, parce que nos enfants sont très réceptifs. Ils savent aujourd'hui beaucoup capter. Et du coup, ils sont capables de vous dire, par exemple, à la maison que, papa, hier, tu as consommé suffisamment du sucre, ce matin, il ne faut pas en consommer davantage. C'est un peu trop facile aujourd'hui avec nos enfants. Ça passe rapidement. Et donc, je pense qu'il va falloir qu'on pense, qu'on travaille à ce que, au moins, les premières notions relativement à cette maladie soient sues et par nos enfants déjà au primaire avant d'en arriver au secondaire. Parce que même ce matin, déjà sur le plateau, j'avoue que je n'ai pas suffisamment eu d'éléments qui m'amènent déjà, mettons quoi, à détecter très tôt, en dehors du dépistage recommandé par Dr Bouté, quels sont les symptômes du diabète. Parce que, comme je l'ai fait constater, il y a des clichés. Les clichés ne sont pas tombés, madame n'a pas réussi à les faire tomber. J'ai parlé du sucre, elle a dit oui, il faut aller avec modération. La modération, c'est par rapport à bien d'éléments. Et comme je l'ai dit, un enfant est capable de vous dire, papa, ce matin, il y avait 4 morceaux de sucre dans votre petit thé. C'est pas bien, par exemple. Et quand on remonte, j'ai mis l'accent sur, mettons quoi, quand on boit assez d'eau, ou quand on urine beaucoup, il se fait entendre dire que, bon, voilà, vous êtes en bonne santé. Madame a dit que ça fait partie peut-être des symptômes d'autres maladies, mais aussi... il y a plusieurs affections qui peuvent avoir comme symptôme le fait de boire assez d'eau. C'est un d'éléments qui amène à conclure que c'est vraiment une maladie silencieuse. Parce qu'on ne la voit pas venir, il faut forcément, à partir de 35 ans, comme elle a préconisé, aller peut-être faire, mettons quoi, un dépistage pour savoir véritablement si oui ou non on n'en a pas suffisamment dans l'organisme. Parce qu'à partir de 35 ans, ce n'est plus trop nickel, quoi. Ça dit, bon, ça commence pas à lâcher, pour dire les choses comme ça. Donc, je crois qu'il faut véritablement travailler à beaucoup informer cette maladie, sinon franchement, c'est pas x2, ça risque d'être x5, x6, parce que même là, Eman montrait son airbag pour demander est-ce que en le voyant, c'est suffisant pour qu'on parle d'obésité. C'est vrai, si on a un peu de carré. Ça l'aide bien, mais c'est des petits riens qu'on néglige et qui peuvent être aussi à la base du... Alors maintenant, la graisse abdominale, c'est un facteur de risque. Voilà, c'est un facteur de risque. Il y a un et compagnie de ce défi. Est-ce que ça on ne vous a pas demandé la liste. Est-ce que ça c'est de la graisse ou un peu d'Atassi? C'est la question que je me fais. Oui, le président de l'association a parlé de consommation de bière. Je veux savoir si dans la bière il y a du sucre. Il y a du sucre. Mais en même temps, pour rebondir sur la question faite à Hakimi, c'est vrai que
Par rapport à la formation de nos enfants, quand nous étions encore au cours primaire, on nous apprenait le paludisme, comment éviter le paludisme, donc dormir sous moustiquaire et tout. On nous apprenait les trucs sur le choléra, thérapie par hydratation orale. Tout ça là, c'est resté encore dans la tête. On nous parle de la dysenterie, de beaucoup d'autres maladies, mais c'est comme si on minimise ces maladies-là, alors que c'est des maladies chroniques. Elle a bien demandé qu'on insiste sur le mot chronique. Silencieuse. Et donc, dans l'élément qui est passé également, ça a quadruplé en un laps de temps. Les chiffres ont quadruplé. Donc je pense qu'il faut que l'État béninois, les décideurs, comme l'a dit Akimé, puissent rapidement trouver un moyen d'insérer dans la formation de nos enfants. Déjà à partir du groupe MED, CME, CM2, qu'on puisse leur montrer que, attention, le diabète est une maladie chronique qui sévit, qui frappe beaucoup de sites. Et pour l'éviter, voici ce qu'il faut faire. Sinon, vous faites tout le cycle et vous vous retrouvez avec Beden et vous pensez que c'est la... Akimé évoquait quelques clichés que Dr Bouté n'est pas parvenu peut-être à faire tomber. Moi, je voudrais qu'on évoque ce cliché-là. La question donc de la bière. La consommation de la bière peut-elle être à l'origine du diabète? Et de quelle bière? Oui, dans la consommation de la bière, il y a assez de maltose. Donc, le maltose, c'est le maïs. Donc, c'est une quantité élevée de sucre. Plus vous consommez de bière, plus votre graisse abdominale. Plus vous avez de bagages devant vous. Voilà. C'est ça. Et vous êtes à risque, comme le dit, l'insuline est inefficace. Elle n'arrive pas à faire son action puisqu'il y a cette graisse abdominale qui bloque l'action de l'insuline. Et vous risquez de développer un diabète. Oui, même si les consommateurs de la bière aujourd'hui auront quelques tics. Mais il n'y a pas que la bière, peut-être qu'on va aller dans le même sens parce qu'on a vu dans l'élément, on a parlé des boissons sucrées aussi. Ça va de soi, puisqu'on est en train de parler de sucre. Il n'y a pas que les consommateurs. Non, il y en avait qui, parce qu'ils consomment la bière, estiment qu'ils sont épargnés. Mais il y a aussi des bières qui sont à base de maltose et d'autres qui sont faits à base de saltose. Il faut juste pas exagérer parce que ça va quand même bizarre qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on consomme 4-5 bouteilles de bière. Ça fait un peu bizarre. Apparemment, on ne se fait plus du bien, ce n'est plus pour son plaisir. Il y en a qui sont capables de dormir même dans une brasserie. Ça prend des notes à lui, franchement. Et je crois que ça va pas être des éléments qui doivent être à la base du fait que la prévalence quadruple chaque jour que Dieu fait. Et quand on fait une machine en arrière, on se rend compte que je crois que c'est beaucoup plus en notre temps que la maladie est en train de prendre une proportion très Comme alarmante. si on était riche. Et pourtant. On a l'air de l'être parce que souvenez-vous que nous, on a moins connu ça sur peut-être 5 ou 10 ans et où on vous donne une grosse tasse de bouillie avec un seul morceau de sucre. Oui. Tu dois te débrouiller pour terminer ta bouillie. Aujourd'hui, à nos enfants, on sert du thé, on y ajoute suffisamment de sucre. Et de lait. Quand on est en train de rentrer du boulot, l'enfant vous appelle, papa, il y a besoin du yaourt, vous en achetez suffisamment. Et la plupart des repas que consomment nos enfants aujourd'hui, il y en a suffisamment qui sont des matières grasses. Les week-ends, vous devez aller à festival de glace, quand vous n'y allez pas, vous devez en ramener. Je crois que c'est autant d'éléments. Ça interpelle aussi, je dirais, la manière dont nous-mêmes, les parents, nous servons à manger à nos enfants. Parce que parfois, on n'est même pas là, ils se servent comme ils veulent. Et quand on arrive, on ne compte rien, on en rajoute davantage. Et nous-mêmes, dans nos plats, un morceau de viande ne suffit pas. Il faut en mettre jusqu'à 4, 5, 6 morceaux de viande. Un seul poisson ne suffit pas, il faut en mettre jusqu'à 2 ou 3 tranches de poisson. Je crois que c'est notre consommation, comme pour dire en définitive, c'est ce que nous mettons à l'intérieur. En résumé, notre mort se trouve dans nos plats. Dans nos plats. On dit, je ne sais plus exactement qui l'a dit, que votre aliment soit votre médicament. Oui. Il y a un grand penseur qui l'a dit. Oui. Et donc, il faut forcément qu'on fasse plus attention à tout ce que nous mangeons et à ce que nous servons également à nos enfants à manger. On a évoqué la question de l'État. Oui, l'État, les gouvernants, les dirigeants ont leurs responsabilités, mais la responsabilité individuelle est également engagée parce que l'État ne rentrera pas dans chaque ménage pour contrôler ce que chacun mange à table. Et donc, je crois que c'est surtout à ce niveau individuel qu'il faut agir principalement et trouver véritablement les moyens de se mettre à l'abri de cette maladie-là. Et c'est peut-être à ce niveau qu'on va revenir peut-être un peu sur les conseils pratiques pour permettre à tout le monde de partir avec quelque chose à intégrer de ses habitudes au quotidien. Au quotidien, concernant donc le diabète. Ok, donc il faut souligner qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est une maladie silencieuse. Il y a beaucoup de diabétiques encore qui ne se savent pas
encore comme étant diabétiques. Oui. Donc, important d'aller se faire dépister. Donc, il y a des malades qui s'ignorent. Oui, puisque c'est une maladie silencieuse. Donc, importance d'aller se faire dépister. Les mesures pratiques, comme on l'a dit, alimentation saine et équilibrée, ni trop grasse, ni trop sucrée, ni trop salée. Avoir à chaque repas cette portion-là de féculents, une portion de protéines et une plus grande portion de légumes. On oublie beaucoup qu'on est beaucoup sédentaire. La population béninoise est actuellement trop sédentaire. On ne fait pas assez d'activité physique. Donc, il faut que l'activité physique soit régulière. Ce n'est pas une activité physique que le dimanche et je m'assieds, je prends le casier de bière après. C'est activité physique régulière et soutenue 35 à 45 minutes, au moins 4 à 5 fois par semaine. Donc, éviter la consommation de bière. La consommation de tabac, éviter le stress aussi. Plus on est stressé, plus on est à risque de prendre du poids, etc. Ayez aussi des sommeils de qualité. Donc, c'est à peu près les conseils. Sommeil pratiques. de qualité, Oui. c'est-à-dire au moins 7 heures à 8 heures de sommeil par nuit. 7 heures à 8 heures de sommeil non agité. Non agité. Votre dernière... Consommation, oui. on a parlé de consommation. Je pense qu'il faut prioriser la consommation de l'eau à la consommation de la bière et des boissons sucrées. Beaucoup ne seront pas contents avec vous ce matin. Bon, je pense que leur santé sera contente. Il suffit de regarder le visage de mon voisin de droite. Donc, prioriser la consommation de l'eau. C'est bien ça. Je veux bien que le bien vous confirme. Oui. Il faut prioriser la consommation. Préférez l'eau aux boissons sucrées et aux boissons alcoolisées. Oui, Herman répète. Et si vous devez prendre alcoolisé, on va inviter Herman à répéter la consommation. Herman, la consommation. Il faut éviter de consommer de la bière. Et ça, je suis parti pour cette communication, cette campagne-là. Mais il faut également inviter l'État béninois à soutenir l'association. Oui. Parce que justement, on n'en parle que le 14 novembre. Ça veut dire qu'on attend le 14 novembre pour parler de cette maladie-là qui tue silencieusement. Et il suffit, je vous dis, de faire un tour au service dialyse du CNHU pour voir comment les gens défilent. Et ça montre que c'est une maladie à prendre très au sérieux. Très au sérieux. Et donc, je pense qu'il faut accompagner ce que fait l'association. Oui. Il faut faire en sorte que la sensibilisation puisse toucher toutes les populations, qu'elles soient pas attendre le 14 et que ce soit pas seulement le 14 novembre qu'on fasse cette communication-là. Il faut travailler à ce que la population prenne conscience de ce que, comme l'a dit Zakiat, c'est ce que nous consommons qui est notre médicament. Akime. Le miel, c'est le dernier truc. Un remplacement du sucre, est-ce que vous conseillez ça? Consommation modérée. Si vous voulez, vous pouvez consommer du miel, vous pouvez consommer du sucre blanc, du sucre, mais vraiment consommation modérée. Oui, la consommation modérée. Docteur Bouté insiste vraiment. Zakiat Latundji. Merci. On reste modéré dans nos différentes habitudes. D'accord, on va vraiment rester modéré en respectant. Modéré en toutes choses, que ce soit la bière, que ce soit du vin, que ce soit modéré. Il faut aller modérément. Modéré. Et non supprimer. Et non supprimer. Akime, merci. Zakiat Latundji, merci. Emmanuel Niambossou, merci. Docteur Audrey Bouté, merci d'être passé par ici. Je rappelle, vous êtes médecin endocrinologue. Avec vous. Peut-être que vous nous renseignez sur comment ça se fait la campagne rapidement. Le 14 novembre, ça se passe où? Oui. Alors, le 14 novembre, c'était le dimanche. Ça s'est passé où déjà? On veut savoir comment ça... on a eu à démarrer par une campagne digitale avec des visuels sur les réseaux sociaux. Oui. Et actuellement, ce qu'on fait, on passe aux différentes télévisions, plateaux télé et les radios pour sensibiliser. Ça se poursuit, le travail ne s'arrête pas seulement au 14 novembre. C'est notre deuxième édition. Et tout. Donc, on a aussi des campagnes sur l'obésité que nous avons faites dernièrement. Et tout. Donc, il y a beaucoup d'activités. D'accord. On ira découvrir maintenant du beau. Docteur Audrey Bouté, merci d'être venu par ici. Comme je le rappelais, vous êtes médecin endocrinologue et avec vous, on a évoqué la question du diabète, les causes, les manifestations et les traitements éventuels. On va pousser notre curiosité aux côtés de Wuliat Sanoussi et de Moufid Sabouan. On ira dans l'atelier de Urbain Hundagnon. Il est graphiste, c'est un art visuel. On verra de quoi cela retourne dans cette image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02,
96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. L'équipe de tournage de votre rubrique en immersion est accueillie ce mardi par Monsieur Urbain Rondayon. Il est graphiste de profession. Il est également le président de l'Union des graphistes du Bénin. Monsieur Urbain Rondayon, bonjour. Bonjour madame. Alors, Monsieur Urbain Rondayon, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le graphisme et qui est le graphiste en fait? Pour donner une définition terre à terre, madame, on peut dire que le graphiste est un professionnel de la communication visuelle et qui conçoit des solutions de communication visuelle. Et en d'autres termes, nous pouvons dire que c'est celui-là qui utilise des tests, des formes, des images pour donner une communication visuelle ou pour en faire une communication visuelle. C'est celui-là qui quand même conçoit des logos que nous voyons. C'est celui-là qui est capable de rédiger quand même des chartes graphiques. Et quand je parle de charte graphique, c'est l'identité visuelle d'une entreprise. Et toute entreprise d'ailleurs a son identité visuelle. Un graphiste, c'est aussi un monteur de journaux. Un graphiste a un champ très vaste pour l'exécution de sa tâche. Quand nous voyons les grandes affiches publicitaires dans la ville de Cotonou, dans tout le Bénin, c'est l'œuvre des graphistes. Ce sont les graphistes qui travaillent d'abord avant qu'on le passe à l'impression. Pour que le graphiste fasse son travail, il a forcément besoin d'un ordinateur. Ce que j'ai devant moi. À part l'ordinateur, il lui faut forcément des logiciels de travail tels que Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator. Nous avons Inkspress, nous avons, pour ceux qui font de la 3D, nous avons la C4D, Cinema 4D, nous avons After Effects. Mais le graphiste a plus essentiellement besoin de 3 grands logiciels, forcément, à savoir Adobe Photoshop, Adobe InDesign et Adobe Illustrator, pour faire son travail. Je vais vous proposer de faire un fait-pas pas comme les autres quand même. Avec les téléspectateurs, comme vous nous proposez un fait-pas, nous allons ensemble découvrir la réalisation de ce fait-pas. Là, vous devenez ma cliente qui m'a commandé, et je prends l'exemple. Et tout de suite, ce qu'il me faut, premièrement, c'est que j'ai déjà les informations à mettre sur le fait-pas. Et dès que j'ai les informations, je vais lancer maintenant mon logiciel de travail. Là, j'ai pris pas Adobe d'abord, j'ai lancé Adobe Photoshop parce que là, il me faudra traiter les images tout à l'heure. Je vais lancer un deuxième logiciel qui est InDesign. Là, je vais aussi le lancer et il va commencer par prendre. Ici, j'aurai à utiliser 3 photos dans le fait-pas. Regardez, il y a 7 photos. Je zoome pour voir, c'est des photos déjà traitées. Une première photo, une deuxième et une troisième ici. Voilà les 3 photos que j'aurai à utiliser dans le fait-pas. Donc je retourne dans mon logiciel de travail et je peux dire entre-temps que le client m'a envoyé le test à mettre sur le fait-pas. Donc c'est ce que j'aurai à utiliser, le message que va porter le fait-pas. Ici, nous allons procéder à la réalisation du fait-pas proprement dit. Et là, je prends la dimension. Ici, je vais prendre 9,5 cm. En InDesign, on travaille en millimètres, donc ça fait 95 sur 210. Là, je vais 4 pages. À cette étape, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je vais faire quelque chose pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, je sais que c'est là je vais importer maintenant la photo parce que le nom est déjà là. Ce qu'il faut faire, je vais importer la photo. Voilà.
Vous voyez, la photo vient et voilà déjà la première page qui est faite. Nous allons faire une disposition parce qu'on a fini de monter les 4 pages. Voilà, le fait pas est prêt. Maintenant, je vais procéder à un montage avant d'aller à l'impression. Voilà le montage qui est fait. On va passer à l'impression. L'étape de l'impression est lancée. Oui. On va aller vers l'imprimante, c'est ça? Oui, on va prendre tout à l'heure les imprimer sur la machine et nous allons procéder à la finition. D'accord. On y va? Oui. On est devant l'imprimante. Oui, voilà. Là, on voit que ça va sortir. Voilà. Et voilà les 3 pages que j'ai lancées tout à l'heure. Et maintenant, nous allons procéder à la finition et vous présenter le faire. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand vous faites ce travail? Bon, est-ce qu'il y a des difficultés? Ça n'en manque pas. Comme je vous l'ai dit, avec ça, vous pouvez facilement vous couper les doigts. Mais sur l'ordinateur, vous pouvez peut-être vous donner vos fichiers. Et si par exemple votre disque vous lâchez, vous pouvez facilement peut-être tout vous donner. Et quand vous êtes plus face à l'écran, vous pouvez aussi avoir des mots de jeu, pourquoi pas. D'où est née cette passion pour le métier? C'était en classe de 4e, j'avais déjà fait l'informatique et j'étais passionné de ça. Et en 2007, si je ne me trompe pas, j'entendais parler de ça et je me suis lancé dedans. Et c'est un métier très passionnant. Et je me dis souvent que même depuis votre maison, vous pouvez gagner de l'argent. Voilà. Il faut prendre soin de la finition parce que quand l'échantillon que vous voulez présenter n'est pas joli, le client peut rejeter votre travail. Voilà ce que ça présente. Il y a 2 choses que je dois faire en plus. Il y a ce que nous appelons des aiguilles. Donc, maintenant, il reste encore une petite finition. Je perce. Ça, c'est un appareil. Là. Passe. Et je mets mon anneau. La finition. Ici. Oui. Et là. Voilà le produit fini. Il ne fait pas, il est très bien fait. Voilà. Un 4 feuillères. Il faut dire aussi que nous faisons quand même de la 3D et d'ici à là, c'est un truc qui va aussi prendre plus que ce que nous voyons, la 3D et le motion design aussi. Vous savez, on ne finit jamais d'apprendre. Vous auriez remarqué tout à l'heure dans la salle que nous formons des gens. Nous aussi, on a quand même besoin des formations. Si le gouvernement peut penser aussi à nous, faire des formations de haut niveau, nous sommes prêts à participer à ces formations-là. Et je l'ai toujours dit, ici au Bénin, nous avons quand même des chances bien pour satisfaire nos besoins en création graphique. Et pour dire un mot, c'est remercier en immersion sur Actu Matin qui sont venus me rendre visite ce jour. Je suis tellement content. Et pour faire sortir quand même ce que nous faisons, comme travail en tant que graphiste et designer. Merci à vous. J'invite tous les Béninois de nous contacter quand le besoin sera pour toutes leurs réalisations de flyers, posters, branding, les affiches grand format. Nous sommes là pour les satisfaire. Et aussi, nous sommes dans la formation. Ça veut dire que je peux venir me faire former? Et pourquoi pas? Si vous disposez de temps, vous allez remarquer ce que je suis en train de faire tout à l'heure. La majorité d'entre eux sont à moins de 8 mois de formation, mais ils produisent déjà des choses que j'utilise pour gagner de l'argent de façon payante. Nous sommes à Papa, Kouibo, non loin de l'hôpital de Zone. C'est là se situe le siège de Espacom Plus à Sarre depuis des années.
Merci, Monsieur Urbain Houndayon. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre immersion. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain. Ouliat Sanoussi dans l'atelier de Urbain Houndayon, un spécialiste du graphisme, avec les images donc de Moufid Sabouan. On retourne à la régie, consulter les journaux. Le travail maintenant de Action Kanye Action Lou qui nous fait ici la synthèse du travail de nos collègues de la presse écrite. À toutes et à tous, bonjour. Le matinal a fait un tour hier à l'Assemblée nationale à Porto Novo pour se pencher sur les grandes lignes du budget de l'État 2022. Et encore à ce journal, les ministres Abdoulaye Biotchane et Adidja Toumati se planchent. Fraternité explique que la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidja Toumati, était le lundi 15 novembre devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Pour son département ministériel, Adidja Toumati a présenté aux membres de la dite commission un projet de budget de 7 milliards 190 millions de francs CFA contre 7 milliards 228 millions, soit une baisse de 0,54%. Selon elle, il s'agit d'un projet de budget qui permettra au ministère de poursuivre les actions menées depuis un certain temps dans le cadre de l'exécution du programme d'action du gouvernement et qui sera renforcé pour le second quinquennat 2021-2026. Le journal ajoute que les prévisions budgétaires du ministère chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale pour l'année 2021 s'élèvent à 5 954 438 000 francs CFA, soit 45% par rapport au budget exercice 2021, un budget qui s'est basé sur 3 axes majeurs, à savoir la consolidation et la pérennisation des acquis du PAG 2016-2021, l'accélération du développement économique et social du Bénin et de renforcement des fonctions principales, notamment la perspective, l'évaluation des politiques publiques et la coordination de l'action gouvernementale. Et au sujet de la reprise économique et de la Covid-19, le journal Les Pharaons informe que 7% de taux de croissance sont annoncés en 2022. Parlant de Covid, Matin Libre se demande si le Bénin s'est véritablement conformé à la décision de l'UEMOA portant harmonisation du coût des tests Covid-19. S'il est quasiment impossible de répondre par l'affirmative, souligne le journal, le gouvernement béninois semble laisser planer davantage le doute depuis l'annonce de la baisse du tarif des tests Covid-19 pour les voyageurs à l'arrivée et au départ de l'aéroport de Cotonou. L'économiste du Bénin, qui s'intéresse pour sa part au classement des pays africains selon le niveau de cybercriminalité, écrit que l'île Maurice est le meilleur élève de la classe avec un score de 96,89, suivi de l'Égypte 95,48 et de la Tanzanie 90,58, le Ghana 86,69 et la Tunisie 86,23 complètent le top 5, tandis que le Bénin 80,06, l'Ouganda 69,98 et la Zambie 68,88 s'illustrent également. Les facteurs audités sont notamment une stratégie de réponse aux cyberattaques, des lois contre le harcèlement en ligne et la formation en cybersécurité. En football, la Fraternité annonce ce jour la violation du règlement par la République démocratique du Congo et informe que la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football association sont saisis et les écureuils croisent les doigts. À nouveau, le Bénin appelle au scandale, écrit le journal pour lequel, après sa défaite concédée dimanche au stade des Martyrs face à la République démocratique du Congo, il ne compte pas laisser sous silence ce qu'il qualifie de violation de règlement et selon les informations recueillies, les autorités du football béninois vont saisir la CAF et la FIFA. Cette plainte n'aurait rien à voir avec la qualité de l'arbitrage, notamment le pénalty jugé généreux, sifflé à la 10e minute en faveur de la RDC, mais formulé sur les sessions de remplacement opérées par l'adversaire. En effet, explique le journal, 4 sessions de remplacement auraient été opérées par l'entraîneur Hector Capper au lieu de 3 comme le recommandent les tests de la FIFA. Merci d'avoir été à l'écoute.
Actu Matin, stop et fin pour ce mardi. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin à 11h. Vous aurez un autre bulletin de l'information à 13h, la grande édition de la mi-journée. Allez, portez-vous bien. On se retrouve demain.